m'appelle Hazim, je suis en 4e. Et ce matin, j'ai participé à l'exposition sur l'émir Abdelkader. J'ai retenu qu'Abdelkader était bon avec les prisonniers qu'il capturait. Il ne les torturait pas, mais il les convertissait pas par force. S'ils le voulaient par eux-mêmes, il acceptait. S'ils ne le voulaient pas, il acceptait. Pour moi, l'émir Abdelkader et l'islam ne font qu'un. Il montre une bonne image de l'islam. Il est honnête, tolérant. Il accepte les autres comme ils sont. S'il y a un message que j'ai retenu de l'émir Abdelkader, c'est qu'il faut accepter les autres et être bon avec les autres, être avec eux comme on voudrait qu'ils soient avec nous. À travers l'exposition, j'ai retenu de l'émir Abdelkader qu'il était un homme respectueux, bienveillant. Dans l'islam, on dit qu'il faut être respectueux envers les autres, qu'on doit être bon, qu'on doit veiller aux autres en quelque sorte, et c'est ce que l'émir Abdelkader représente. L'émir Abdelkader avait dit, pour se prétendre croyant, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. J'ai retenu qu'il fallait s'inspirer de l'émir Abdelkader, de ses qualités, de ses principes, qu'il fallait toujours rester respectueux. L'émir Abdelkader, il a très bien traité ses prisonniers français. Il leur faisait manger ce que lui mangeait, il leur donnait des vêtements neufs, il les a laissés chrétiens, il ne les a pas forcés à devenir musulmans. Il était gentil et tolérant avec eux. Alors, je m'appelle Nadia Mimouni, je suis enseignante-chercheur en informatique et je suis membre du conseil d'administration de Aïssa ONG International. Aïssa est une ONG internationale et elle œuvre principalement pour promouvoir et faire que la culture de paix et le vivre ensemble soit une réalité. Ça paraît comme ça abstrait et utopiste, mais en fait, elle œuvre à travers différents projets. Et là, grâce au partenariat avec la Fondation d'Islam de France et à cette action autour de l'émir Abdelkader que vous voyez ici, on voit un exemple concret puisé dans l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce personnage, cette personnalité pour ce projet? C'est tout simplement parce qu'on voudrait contribuer à travers ce récit historique à réhabiliter une conciliation, une médiation, un dialogue entre l'Orient et l'Occident. Parce que pour nous, il est vraiment l'exemple de dialogue entre l'Orient et l'Occident, mais dialogue au sens vraiment le plus profond du terme, c'est-à-dire la rencontre, la compréhension mutuelle et l'acceptation mutuelle de la différence. On l'a vu par exemple ce matin, les enfants, quand ils témoignaient des vertus de l'émir qui les touchaient le plus, c'était le fait qu'ils respectaient la différence. Quand il avait des prisonniers chrétiens, non seulement il les traitait comme tous ces soldats, il mangeait comme eux, il s'habillait comme eux, mais il respectait leur religion. Jamais il a essayé de les convertir. Et on a des témoignages des soldats eux-mêmes, ou même de gradés français, qui témoignent de cette attitude de l'émir. Donc pour nous, c'est vraiment la personnalité à réhabiliter dans l'histoire commune entre la France et l'Algérie. Et pour nous, ce projet, avec les jeunes, il a vraiment toute son importance, puisque ces jeunes sont nés bien longtemps après l'indépendance de l'Algérie. Ils sont français, ils sont nés en France, mais n'empêche qu'on sait bien qu'il y a quand même ce souci de l'identité, de savoir d'où viennent ses grands-parents, et ce conflit un petit peu quand même qui a existé pendant quelques décennies entre la France et l'Algérie. Peut-être qu'à travers cette personnalité, on va pouvoir l'apaiser, en parler, et puis démystifier cette phase de la colonisation en disant que voilà, c'est quand même possible de faire la paix intérieurement, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe d'abord, pour essayer que ces mémoires engrangées peut-être de rancœur ou de récits un petit peu de tension, petit à petit s'apaisent. Ça paraît utopiste peut-être ce discours, mais voilà, c'est la vision de ce projet. Et cette exposition qu'on a vue, elle est née autour de 2003. D'abord, il y a eu quelques panneaux seulement, et puis aujourd'hui, petit à petit, elle a été enrichie à travers différentes facettes de la personnalité de l'émir, notamment le philosophe, le politicien, le diplomate, le pédagogue, l'homme spirituel, puisqu'il avait une vie spirituelle très très riche. Et donc on espère vraiment qu'elle restera un outil pédagogique, vecteur de paix et de vivre ensemble, et puis je dirais cet esprit de la convivence
pour moi, il est l'exemple de cet esprit-là. Il l'a peut-être puisé quelque part. Voilà. Donc ce matin, on a d'abord débuté par une série de petites histoires pour rentrer dans l'histoire, pour se familiariser avec le personnage. Et les jeunes qui étaient là, tour à tour, ont lu des textes qui étaient des témoignages de contemporains de l'émir Abdelkader, des témoignages de personnes françaises, la plupart du temps des témoignages en temps de guerre, qui faisaient ressortir toute l'humanité, toutes les qualités humaines, hein, et notamment le respect de l'autre, la tolérance. Pour moi, l'émir Abdelkader, c'est un homme de notre temps. Et bien sûr, il est mort, mais son message, il est toujours d'actualité. Et c'est pour ça que c'est essentiel de travailler avec des jeunes aujourd'hui, parce que le message qu'il nous transmet, c'est un message pour apprendre à vivre en paix ensemble. Et quelque chose sur lequel on n'a pas insisté, mais que l'Europe en général connaît, c'est justement le fameux épisode du sauvetage des chrétiens de Damas en 1860. Combien de milliers exactement, on ne sait pas. Et c'est la réponse d'Abdelkader qui est magnifique quand il dit « Je l'ai fait en tant que musulman et je l'ai fait au nom des droits de l'humanité ». Donc cette notion-là, qui n'était pas particulièrement mise en avant à cette époque, lui, c'est cette dimension-là qu'il va mettre en avant. Donc en fait, il réconcilie les êtres humains ensemble. Donc finalement, proposer à la jeunesse, proposer à l'enfance aujourd'hui en France, aux enfants aujourd'hui en France, une étude sur l'émir Abdelkader, c'est leur faire expliquer qu'il y a une histoire à réhabiliter, une histoire longue, profonde, et qui n'est pas simpliste, qu'il y a une exigence de complexité à apporter par rapport au réel, qui est exigeant, qu'il y a également une exigence de subjectivité à apporter, ça aussi c'est très important, c'est-à-dire ne pas penser le monde selon sa vision propre ou selon ce que, comme dirait Michel Foucault, son épistémé, là d'où l'on vient, sa propre vision du monde, ne pas être dans une approche coercitive. Pour moi, c'est ça l'émir Abdelkader. Et effectivement, quand je parle, ça peut paraître abscon, mais je pense que l'enfant reçoit, peut-être avec des termes un peu moins élaborés, mais reçoit cette idée parce que, pour moi, à mon sens, il ne s'est pas encore paré de ses certitudes avachis. L'enfant est encore un être en pleine curiosité. Les philosophes vous le diront, finalement, la philosophie n'est qu'un émerveillement. Donc finalement, l'enfant est émerveillé, il est en attente. Donc, lui apporter la réponse de l'émir Abdelkader, je pense, c'est faire de lui demain un adulte avec lequel on pourra frayer un meilleur avenir. Alors, on a voulu construire en plusieurs volets. On s'est dit, il y a le volet historique qu'on ne peut pas éviter, mais on sait très bien que l'histoire, aussi passionnante qu'elle soit, pour les adolescents, ça peut tout de suite devenir un discours un peu trop théorique, pas assez vivant. Donc on s'est dit, on va aussi construire quelques activités plutôt sensorielles. Donc avec les tout petits, ils vont travailler sur la fabrication d'étendards à partir d'iconographies qu'on trouve dans l'exposition, notamment le blason de l'émir. Donc ils vont travailler manuellement, et puis c'est aussi l'occasion de parler de cette personnalité, et des valeurs, etc. Pourquoi il a un blason, pourquoi il a fait une smala, pourquoi il est mobile, pourquoi il a donné à chacun sa place dans sa smala, par exemple. Donc cette altérité. Donc le troisième volet, c'est le travail sur les vertus. Donc les vertus, c'est ce qu'il y a de plus spirituel, de plus noble. Et donc comment, à travers les actions de l'émir, à travers sa façon d'agir, comment est-ce que ça peut nous parler aujourd'hui? Donc ces vertus de vivre ensemble, de paix, de tolérance, de miséricorde. J'entendais les jeunes tout à l'heure dire miséricorde. C'est quand même ça sorti de la bouche des enfants. Je crois et je pense même que l'émir Abdelkader était un homme visionnaire. C'est un homme qui a été méconnu de son temps. Et je pense que la période actuelle est propice à mieux comprendre son message. Et de plus en plus, on entend mieux ce qu'il dit. Sa vocation était quand même de réconcilier, on le voit à travers de nombreux faits, la famille humaine. Et ceci n'a pas été réellement entendu en son temps. Par contre, je pense que le moment est propice. Le moment est propice, et je crois même, j'ajouterais que son vœu vient d'être réalisé par notre ONG qui a demandé à ce que il y a une journée internationale du vivre ensemble, en paix. Et ça a été acté en 2017, je crois, le 8 décembre 2017, dans la motion, je crois, 72-130. Et je crois que son vœu le plus cher a été réconcilié. Maintenant, il faut le mettre en action. Accueillir l'exposition de l'émir Abdelkader dans le pavillon culturel de la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie. Donc finalement,
ramener de la culture dans ce qu'on appelle un endroit de troisième zone, dans un quartier supposément, en tout cas communément admis comme étant défavorisé, en périphérie, de banlieue en tout cas, c'est démontrer en pratique la possibilité de l'acquisition de la culture par tous. Parce que si le culte peut paraître à certains égards, et malheureusement exclusif, la culture est inclusive, de toute manière, en tout temps et en tout lieu. Donc c'est créer du lien. Finalement, la culture, c'est créer du lien entre les gens, quelles que soient les considérations dans lesquelles ils se prévalent, qu'elles soient d'ordre religieux, d'ordre civilisationnel, d'ordre sociologique, d'ordre même social. La culture démolit les conditions sociales et aplanit, je pense, les difficultés entre les hommes. Les activités que nous avons menées ce matin avec la Fondation Islam de France sont des activités très utiles pour la jeunesse. Il faudrait les développer davantage encore. Le premier retour, j'ai eu un groupe ce matin, puis on était plusieurs à intervenir, puisqu'ils ont visité après l'exposition. Il y a eu un moment de questions-réponses, montre la grande ouverture d'esprit de ces jeunes et le grand intérêt qu'ils ont vis-à-vis de ces questions qui sont des questions importantes. Et les questions importantes, c'est quoi aujourd'hui? C'est comment bien vivre ensemble avec toutes nos différences, en acceptant l'autre tel qu'il est. On respecte la religion de chacun et on respecte aussi la croyance et la non-croyance. Et il faut apprendre à vivre ensemble dans ces conditions-là, pour le meilleur pour tous. Je terminerai par remercier la Fondation Islam de France qui a quand même bien permis à ce projet de se réaliser. Et j'espère qu'il y aura d'autres actions, puisque l'idée, ça serait de pouvoir faire profiter un maximum de jeunes dans différents quartiers, différents âges, de ce genre d'ateliers, à travers les actions que peut mener Aïssa, comme les ateliers qu'on a vus ce matin, mais aussi ces ateliers sont reproductibles par d'autres. Nous, on peut fournir les outils pour que ça soit mis en place par d'autres. Et bien entendu, je remercie encore une fois le pavillon culturel de la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie pour leur contribution et pour le partenariat que vraiment, j'espère qu'il ne fait que commencer.